Le pape François est décédé ce matin. Le souverain pontife âgé de 88 ans est apparu affaibli hier lors de sa dernière bénédiction depuis la fenêtre du palais apostolique. Évêque de Rome et chef de l'État du Vatican, il laisse derrière lui un héritage spirituel et humain salué à travers le monde. Le président ghanéen John Dramani Mahama, hôte du lancement officiel du jubilé d'or de la CEDEAO, prévu demain, a convié les dirigeants des pays de l'AIS à y prendre part. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de relance du dialogue et de renforcement de la coopération régionale. La 11e édition du Tour cycliste international du Mali s'est achevée ce dimanche. Lancée le 13 avril, la compétition a été dominée par les cyclistes belges qui s'imposent au classement général. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 1945. C'est une triste nouvelle pour la communauté catholique mondiale. Le pape François, évêque de Rome et chef de l'État du Vatican, s'est éteint. Son décès survient un mois après une hospitalisation prolongée de 38 jours consécutive à une grave pneumonie. Chef spirituel de plus d'1 milliard de fidèles à travers le monde, le pape laisse derrière lui un héritage marqué par l'humilité, l'engagement social et le dialogue religieux. Retour sur le parcours exceptionnel de celui qui a profondément marqué l'histoire contemporaine de l'Église catholique avec Aminata Keïta. Alors que la célébration de Pâques ce dimanche 20 avril s'est tenue dans une belle ambiance, le lundi de Pâques n'a pas suivi la cadence. Les chrétiens catholiques du monde se sont plutôt réveillés en pleurs ce matin avec l'annonce dans les premières heures du décès du chef d'État du Vatican. Le pape François, 266e pape de l'Église catholique depuis le 13 mars 2013, est décédé ce 21 avril 2025 à la résidence Sainte-Marthe au Vatican à l'âge de 88 ans. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Le chef spirituel de près de 1,4 milliard de catholiques a célébré Pâques ce dimanche avec ses fidèles, même s'il est apparu très affaibli avec la voix essoufflée. Il a offert un bain de foule en papamobile au milieu de milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre, mais a toutefois été contraint de déléguer la lecture de son texte à un collaborateur, ne pouvant prononcer que quelques mots. De l'Afrique à l'Asie, en passant par l'Europe ou l'Amérique, les réactions se sont succédées dans le monde entier aussitôt après l'annonce du décès du pape, qualifié par beaucoup comme porte-voix des pauvres et des exclus. Il a durant tout son pontificat été aux côtés des plus vulnérables, des plus fragiles, avec beaucoup d'humilité et un sens tout particulier dans ces temps de guerre et de brutalité, un sens tout particulier de l'autre, oui, et du plus fragile. Et en cela, il a été fidèle à une tradition qui lui était chère. De naissance, George Mario Bergoglio, le pape François, est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine. Il devient prêtre en 1969, puis provincial des Jésuites d'Argentine en 1973. En 1992, le pape Jean-Paul II le nomme évêque auxiliaire de Buenos Aires. 6 ans plus tard, il devient archevêque du diocèse de la capitale argentine. En 2001, il est fait cardinal et élu pape en 2013 après la rénonciation de Benoît XVI. Durant son règne, le pape François était très engagé dans l'action sociale auprès des plus démunis. Le 11 juillet 2013, il lance la réforme du Code pénal du Vatican pour lutter contre la pédophilie et la corruption de l'Église. Il s'est engagé sans relâche pour la défense des migrants, l'environnement et la justice sociale sans remettre en cause les positions de l'Église sur l'avortement ou le célibat des prêtres. Il a appelé à la solidarité entre les hommes face à l'immigration et à la paix dans le monde. À Rome comme à l'étranger, le pape a dénoncé sans relâche toutes les formes de violence, de la traite des êtres humains aux catastrophes migratoires en passant par l'exploitation économique. En 2023, il avait même ouvert la voie à des bénédictions des couples du même sexe, ce qui lui a valu de nombreuses critiques. La Constitution au Vatican prévoit que les obsèques du pape se tiennent dans les 9 jours suivant son décès.
Puis, dans un délai de 15 à 20 jours, un conclave, l'un des processus électoraux les plus secrets au monde, sera organisé lors duquel les cardinaux électeurs, dont près de 80% choisis par François lui-même, éliront son successeur. Avant cette échéance, c'est le cardinal camerlingue Kevin Farrell qui assurera l'intérim à la tête du Vatican. Retour en Afrique, le président du Ghana, John Dramani Mahama, qui présidera le lancement officiel des activités marquant le jubilé d'or de la CEDEAO le 22 avril à Accra, a invité les dirigeants des pays de l'AES à assister à l'événement. Une initiative diplomatique visant à rétablir les liens et à favoriser la collaboration régionale dans un contexte de division croissante en Afrique de l'Ouest. Djeneba Samaki. Depuis son retour à la tête du Ghana, John Dramani Mahama s'œuvre à incarner une CEDEAO rénovée. Il a multiplié les gestes diplomatiques à l'égard de l'AES, menant en mars une tournée à Bamako, Niamey et Ouagadougou. Le Ghana accueillera le 22 avril 2025 à Accra la cérémonie de lancement des célébrations du 50e anniversaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Toujours dans une posture de relancer le dialogue avec l'AES, le président ghanéen a convié les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger au lancement de ces activités, malgré les retraits des 3 pays de la CEDEAO. Les chefs d'État des pays de l'AES y ont été invités par le président du Ghana en sa qualité d'hôte du sommet et traduisent une volonté d'ouverture et de dialogue de la part du président John Dramani Mahama. En marge du lancement du jubilé d'or des 50 ans de la CEDEAO, il est annoncé une réunion extraordinaire du Conseil des ministres de l'instance sous-régionale les 22 et 23 avril 2025. Au cours de cette réunion, les ministres des Affaires étrangères et des Finances des États membres débattront des questions régionales urgentes. En particulier, examineront les implications du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Un rapport complet sera ensuite élaboré pour soumettre au chef d'État de la CEDEAO. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Bola Ahmed Tinubu, est attendu à Accra, aux côtés du président de la commission des chefs d'État et de gouvernement des pays membres, ainsi que des partenaires régionaux et internationaux. Selon des observateurs, si les dirigeants de l'AES acceptent l'invitation, cela pourrait marquer une relance majeure du dialogue régional dans un climat de forte tension depuis leur retrait entériné le 29 janvier 2025. En off, au Burkina Faso, plusieurs officiers ont été arrêtés la semaine dernière, alimentant les rumeurs d'une nouvelle tentative de coup d'État. Parmi eux, le magistrat commandant Frédéric Ouédraogo, ex-chef du bataillon de la justice militaire, qui enquêtait sur la mort d'un officier soupçonné de complot en 2023. Le capitaine Élisée Tassembedo, figure respectée sur le front du Nord, a lui aussi été interpellé à Ouagadougou. Des remplacements au sein des forces armées ont suivi, sans communication officielle. Le climat reste donc tendu alors que le capitaine Ibrahim Traoré multiplie les mesures de contrôle sécuritaire. Direction la RDC, 2 jours seulement après que l'ancien président Joseph Kabila a été annoncé à Goma, ville sous contrôle des rebelles du M23. Le gouvernement de Kinshasa a pris une série de mesures contre lui et son parti politique. Il l'accuse donc de haute trahison pour son implication présumée dans l'agression rwandaise à travers le groupe rebelle du M23. Le récit avec Soumaïla Fani. Dans ses communiqués en date de ce samedi 19 avril, les autorités congolaises ont suspendu les activités du parti de l'ancien président Joseph Kabila, accusé de garder un silence complice face aux groupes armés M23, soutenus par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette décision intervient dans un contexte politique très tendu entre le pouvoir de Kinshasa et le camp de Kabila qui a récemment annoncé son retour dans l'est de la RDC, en partie contrôlé par le M23. Si on veut dissoudre un parti, on n'y va pas n'importe quoi. Et encore ici que nous sommes un parti de l'opposition. Donc une voix dissonante à la voix du gouvernement, de ceux qui nous gèrent aujourd'hui, qui nous gèrent mal. Nous avons le droit constitutionnellement de critiquer la gestion de ces régimes-là. Ils ne veulent plus reconnaître ça. Je pense qu'il faut retirer très bonnement leurs arrêtés là. Dans le dit communiqué,
Le ministère de l'Intérieur dénonce l'attitude ambiguë de Kabila, qui n'a jamais condamné la rébellion du M23, ni le soutien du Rwanda à ces groupes armés antigouvernementaux. Il condamne également le choix délibéré de l'ancien chef de l'État en exil de rentrer au pays par la ville de Goma sous contrôle de l'ennemi qui assure curieusement sa sécurité. Les décisions se prennent par des communiqués. Et puis fondées sur quoi, mon Dieu? Sur des rumeurs, des affabulations qui fabriquent eux-mêmes au niveau du pouvoir parce qu'il y a un objectif. C'est cacher l'échec du régime dans cette guerre de l'Est. Dans un autre communiqué, le ministère de la Justice indique avoir demandé au procureur général près la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila pour sa participation directe au M23. D'autres mesures demandées portent sur la saisie de tous ses biens et la restriction de déplacement des cadres de son parti, le PPRD. Pour rappel, après l'assassinat de son père Laurent Désiré Kabila en 2001, Joseph Kabila a pris le pouvoir en RDC jusqu'en 2019, avant de le transmettre à l'actuel président Félix Tshisekedi au prix d'un accord de coalition qui a éclaté au bout de 2 ans. Retour au pays, clap de fin pour la 11e édition du Tour cycliste international du Mali ce dimanche 20 avril. À l'issue de la compétition démarrée le 13, ce sont les Belges qui ont réussi à s'imposer au classement général. Assetoumani Koulibaly. Le 11 avril dernier, l'équipe belge disait, je cite, « Nous voulons rendre le Tour cycliste international du Mali plus accessible à tous et de cette façon, nous allons essayer de gagner. » Fin de citation. Ils y sont parvenus. Le Tour international du Mali s'est clôturé hier dimanche 20 avril avec la victoire de la Belgique au classement général grâce au coureur Dedekar Bjorn qui a offert le maillot jaune à l'équipe. C'est sur la dernière étape reliant Koulikoro-Bamako que cette édition 2025 s'est fermée. Une étape bouclée avec le Malien Tchemoko Djamoutene qui s'est imposé au sprint. Le 13 avril, le Belge avait réussi à être au premier rang dès la première étape sur le circuit de Sikasso. Il l'avait fait devant les Maliens Fidel Cissé et Yaya Diallo. Bien qu'il n'ait pas pu maintenir le maillot jaune à domicile, les coureurs maliens ne sont pas restés en marge de la compétition. Tchemoko Diallo, désigné sacré meilleur jaune de l'édition, et Yaya Diallo, gagnant du maillot rouge qui récompense les leaders du classement général par points pour chaque étape, complètent le tableau des 3 meilleurs cyclistes du Tour. Outre ces classements, des prix de la Confédération des États du Sahel ont également été décernés à Ibrahim Seydou du Niger, Raoudé Makaïlou du Burkina Faso et Tchemoko Djamoutene de l'équipe du Kénédougou, une des équipes du Mali. À noter que pour cette 11e édition, ils étaient 72 coureurs, issus de 12 équipes, dont 3 représentants le Mali, à se disputer le maillot jaune, récompensant le meilleur coureur. Vivement la prochaine édition. Point final à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. À demain, même heure, même plateau.